Ils m'ont dit, reste dans le salon, grand-mère. On reviendra te chercher après l'enregistrement. J'ai hoché la tête. Bien sûr que oui. C'est ce qu'on fait quand son fils nous donne une instruction de cette voix saccadée et trop patiente, celle réservée aux personnes âgées, désorientées et gênantes. Je me suis assis là où on me l'avait indiqué, à côté d'une plante poussiéreuse, entre un bambin qui pleure et une télévision vacillante réglée sur une chaîne météo. Il était 9h15. J'ai attendu 8 heures. J'avais fait mes valises 3 jours auparavant et disposé toutes mes tenues sur le lit, comme je le faisais pour les voyages scolaires d'Adam. Les billets étaient pour Honolulu, nos grandes vacances en famille, comme Lisa, ma belle-fille, les appelait. Elle avait insisté pour que les enfants et moi portions des t-shirts assortis. Le mien était écrit « Vacances Nana » en lettres roses vifs. Je ne l'aimais pas, mais je l'ai quand même porté. Elle avait levé les yeux au ciel à l'aéroport quand j'avais apporté mes propres collations. Au contrôle de sécurité, la situation a commencé à se dégrader. Lisa regardait sa montre sans arrêt. Adam était inhabituellement silencieux. Les enfants étaient au téléphone. Quand l'agent de la TSA a demandé où était la place, Lisa a ri et a dit « Oh, on verra ça plus tard ». Et ce fut la dernière fois que quelqu'un m'a regardé dans les yeux. Une fois la sécurité passée, Lisa s'est tournée vers moi avec ce même sourire fragile. « Maman, pourquoi ne restes-tu pas dans le salon? On va enregistrer les bagages, trier les cartes d'embarquement des enfants, et on viendra te chercher. Détends-toi. Tu en as assez fait. » Elle m'a tapoté le bras. Ce n'était pas de l'affection, c'était un signe de congédiement. Je me suis assis. J'ai attendu. Je les ai regardés disparaître dans la foule. Au bout d'1 heure, je me suis levé et j'ai fait les 100 pas près de la fenêtre. Au bout de 2 heures, j'ai demandé à la réception de biper Adam. Aucune réponse. Au bout de 4 heures, j'ai arrêté de regarder l'entrée. Les gens autour de moi allaient et venaient, les vols étaient annoncés et partaient. La femme en face de moi a déjeuné, a passé 2 coups de filet et parti. Je suis resté. Ce n'est qu'à 17 heures que j'ai demandé de l'aide à l'employé à l'accueil. J'ai donné le nom complet d'Adam. Elle a tapé, a hésité et m'a jeté un regard attentif. Ils ont enregistré le vol de 13h45 pour Honolulu. Madame, il est déjà parti. J'ai hoché la tête. Puis je lui ai demandé de répéter. Elle l'a fait lentement. Sa voix était douce. Je m'en souviens. Voilà. Ils étaient montés à bord sans moi. Pas par hasard. Pas par erreur. Je connaissais mon fils. Il était bien des choses, mais l'insouciance n'en faisait pas partie. Je suis entré dans les toilettes, j'ai verrouillé la cabine et je me suis assise sans pleurer. Je n'en avais pas la force. J'avais juste besoin de m'asseoir là où personne ne me demanderait si j'allais bien. Quand j'en suis sorti, l'aéroport était en pleine nuit. L'effervescence s'était calmée. Je me suis dirigé vers l'écran des départs et je l'ai fixé. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne battait pas la chamade. J'ai simplement regardé la liste comme une femme qui regarde les options dans un restaurant. Et puis je l'ai vu. Portland, 19h35. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi Portland. Peut-être parce que je ne l'avais pas vu depuis des décennies. Peut-être parce que c'est là que j'ai appris à faire du vélo. Peut-être parce que c'était la ville la plus éloignée d'Hawaï. Je me suis dirigé vers le comptoir. Un billet pour Portland, ai-je dit. Ce soir. La jeune femme hésita. Aller-retour? Non, juste dans un sens. J'ai utilisé ma propre carte, celle de mon propre compte. Celle dont Adam ignorait l'existence. Celle que j'avais gardée ouverte depuis avant son mariage. J'avais juste assez pour payer la course, un motel, et peut-être un début. Je n'avais pas besoin de plus. J'ai éteint mon téléphone. Pas de message, pas d'appel manqué. Bien sûr que non. L'embarquement s'est déroulé dans le calme. Personne ne m'a demandé pourquoi je voyageais seul. Personne n'a regardé ma chemise. Je l'avais enlevée et jetée à la poubelle avant de me diriger vers la porte d'embarquement. Dans l'avion, je regardais les lumières de la ville disparaître sous mes yeux. 8 heures plus tôt, je pensais aller au paradis. En fait, j'étais juste abandonné. Mais maintenant, j'allais quelque part, là où il ne pourrait pas me suivre. J'ai atterri à Portland peu après 10 heures. L'aéroport était plus calme que dans mes souvenirs,
plus petit, d'une certaine manière. Ou peut-être était-ce moi qui avais rétréci, replié sur moi-même sous le poids d'une journée pas comme les autres. J'ai traversé lentement le terminal, non pas à cause de mon âge, mais parce que je n'éprouvais plus le besoin de me presser. Personne ne m'attendait. Et pour une fois, c'était comme une sensation de liberté. Dehors, l'air était humide et âcre. Il avait plu récemment. Ça sentait le béton et le pain. Je suis resté un moment sous l'auvent, respirant simplement. Puis j'ai trouvé un banc et je me suis assis avec mon bagage à main, le même qu'Adam avait raillé, le jugeant trop démodé. C'était du cuir marron usé au coin, le genre que Derek m'avait offert pour nos 25 ans. Il aurait ri de ce qui s'était passé aujourd'hui. D'un rire profond et entendu. De celui qui disait, « Eh bien, ma chérie, à quoi t'attendais-tu » Je ne m'attendais pas à ça. Pas vraiment. Mais je n'étais pas surprise non plus. J'ai ouvert mon portefeuille. 2 cartes, une pièce d'identité, 76 $ en liquide et un morceau de papier plié avec une adresse que je n'avais pas utilisée depuis 50 ans. 1849, rue Queen, mon premier appartement après mon mariage avec Derek. Je ne savais pas si cette adresse existait encore. Je ne savais même pas pourquoi je l'avais emportée avec moi. Mais elle était là. J'ai appelé un taxi. Le chauffeur était silencieux, une bénédiction. Je lui ai donné l'adresse d'un motel bon marché que j'avais cherché avant de quitter Wilmington, au cas où. Arrivé, j'ai payé sans sourciller, pris ma clé et gravi l'étroit escalier jusqu'au 2e étage. Chambre 207. Le couloir sentait le produit de nettoyage et les histoires de vieilles histoires. À l'intérieur, la chambre était petite, mais propre. Un lit, une chaise, une télévision fixée au mur. Je me suis lavé le visage au lavabo et me suis allongé sur le lit, tout habillé, la couverture rêche contre mes bras. J'ai dormi sans rêve. Le lendemain matin, debout à la fenêtre, je regardais une femme en robe rose promener son chien. Elle avait à peu près mon âge, même si elle avait peut-être un peu plus de force à l'arrière. Je préparais du café dans la petite machine sur la table de nuit et m'asseyais dans le fauteuil rigide près de la fenêtre, sirotant lentement. Personne ne m'appelait. Personne ne m'envoyait de SMS. Je n'ai pas vérifié. Je n'avais nulle part où aller. C'était une découverte étrange. Pendant des décennies, mon temps appartenait aux autres. À Adam, à Derek, à mes petits-enfants, et même aux réunions de parents d'élèves auxquelles j'avais cessé d'assister il y a 20 ans. Mais maintenant, mon temps m'appartenait à nouveau. À 9 heures, j'ai quitté le motel et me suis dirigé vers le quartier. J'avais mal aux jambes. Ma hanche bourdonnait. Mais j'ai continué. Je me suis arrêté à la boulangerie du coin et j'ai acheté un scone. La femme derrière le comptoir a souri quand je lui ai donné la monnaie. « Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas » demanda-t-elle. « J'étais là il y a longtemps. »« Eh bien, dit-elle, bon retour. » Je ne savais pas si j'étais de retour. Je n'étais même pas sûr d'appartenir à un endroit, mais ces mots me faisaient chaud au cœur. Je lui ai demandé où trouver des annonces immobilières. Elle m'a montré un tableau en liège près de la porte. J'ai parcouru les notes. Promenade de chiens, vélo d'occasion à vendre, cours de musique, chambre à louer. Celle-là a retenu mon attention, pour femme tranquille. Chambre privée, cuisine partagée, coffre-fort, bus à proximité. Sans chichi, sans chichi. 400 $ par mois. Appel Joyce. C'était écrit d'une écriture ferme et sans fioriture, comme si quelqu'un était sincère. J'ai pris une photo du numéro. À midi, j'avais parcouru 2 pâtés de maison et trouvé un banc au soleil. J'ai appelé. La voix qui m'a répondu était rauque, sceptique. Oui. J'appelle à propos de la chambre à louer, dis-je. Longue pause. Quel âge as-tu ? 77. Es-tu propre ? Oui. Pas de petit ami, n'est-ce pas ? J'ai ri. Pas depuis longtemps. Eh bien, dit-elle, passez au 4, 2185 East Stafford. Apportez du liquide pour la première semaine. Puis elle raccrocha. J'ai écrit l'adresse sur une serviette en papier. À 16 heures, je me trouvais devant une maison bleue délavée avec une véranda délabrée et un carillon qui résonnait comme quelqu'un qui tape des cuillères l'une contre l'autre. Joyce a ouvert la porte, une cigarette à la main, un chat enroulé autour de ses chevilles. « Vous êtes la vieille dame » demanda-t-elle. « Je suppose que oui. »
Elle s'écarta. Entrez, alors. Voyons si nous pouvons nous supporter. La maison de Joyce sentait la lavande et les oignons frits. Pas désagréable, juste habitée, comme une femme qui cuisine de vrais repas et ne s'inquiète pas des taches de graisse occasionnelles. Elle me conduisit à travers un couloir étroit rempli de livres et de magazines jusqu'à un petit salon où la télévision était coupée. Une couverture au crochet était pliée sur l'accoudoir du canapé. La chambre est à l'étage, dit-elle en faisant un geste avec sa cigarette. Je la suivis dans l'escalier grinçant, une main sur la rampe. Le couloir en haut était plus sombre, la peinture légèrement écaillée. Elle ouvrit la porte d'une pièce au fond. C'est ça. C'était petit, un lit simple, une table de chevet, une commode qui avait connu des décennies meilleures. Mais la fenêtre était grande, et le soleil de l'après-midi entrait à flot, comme s'il savait que quelque chose de bien m'avait enfin trouvé. Il y avait même un petit bureau avec une chaise usée. C'est bon, dis-je. Combien déjà ? 400 par mois, mais je prends une fois par semaine. 100 par semaine. Du liquide, pas de chèque, pas d'histoire larmoyante. Elle m'a regardé. Tu n'as pas l'air du genre à raconter des histoires larmoyantes. Non, dis-je, plus maintenant. Elle hocha la tête comme si c'était la bonne réponse. La cuisine est partagée. La salle de bain est au bout du couloir. Pas d'invité sans prévenir. J'aime le calme. Si tu fais des bêtises, tu es dehors. On nettoie. Cristal. Elle m'a tendu une clé. Tu peux rester ce soir si tu as payé la première semaine de loyer. Je lui ai tendu 5 billets de $20, tirés de l'enveloppe que j'avais glissée dans la poche intérieure de mon manteau. Elle a plié les billets sans les compter. Tu as faim. Je pourrais manger. Joyce préparait des sandwichs au fromage grillé et versait de la soupe aux tomates dans une casserole. Nous mangions à la petite table de la cuisine, sous un ventilateur de plafond jauni. Elle ne posait pas de questions, ce qui était un soulagement. On pose toujours les questions trop tôt, avant qu'on soit prêt à les dire à voix haute. Elle a juste dit, je déteste manger seul. Et je comprenais bien. Après le dîner, j'ai défait mes bagages dans la petite pièce. Je n'avais emporté que 3 vêtements de rechange, une brosse à dents, mes médicaments et un vieux roman de poche que je n'avais jamais terminé. J'ai tout disposé soigneusement dans la commode, pliant chaque objet comme s'il avait de l'importance. Peut-être que oui. Cette nuit-là, allongé dans mon lit étroit, j'écoutais les bruits d'une maison qui n'était pas la mienne. Le tic-tac d'une horloge murale, le grincement du parquet, le son lointain de Joyce parlant doucement au chat. Personne n'appelait. Personne n'envoyait de SMS. Je n'allumais pas mon téléphone. Le matin, j'ai préparé du café avant que Joyce ne se lève. La cuisine me semblait plus familière que la mienne. Peut-être parce qu'elle n'appartenait pas à des gens qui ne se souvenaient de moi que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Le 3e jour, j'ai commencé à arpenter le quartier. 2 pâtés de maison plus loin, il y avait un petit café avec une pancarte en ardoise devant. On cherche du travail. Poste du matin. Postuler à l'intérieur. Je suis resté là un moment. Je n'avais pas travaillé depuis 15 ans, mais je connaissais bien les matins et les cafetières. À l'intérieur, l'endroit était simple. 3 banquettes, un comptoir, quelques tabourets de bar au coussin rouge craquelé. Une jeune femme en tablier essuyait le comptoir. « Vous embauchez ?» ai-je demandé. Elle leva les yeux, surprise. « Tu veux postuler ?» Oui. Elle appela au fond. Une femme trapue, les cheveux en chignon décoiffés, apparut. Son badge indiquait « Heather ». « Tu as de l'expérience ?» demanda-t-elle. J'ai élevé 3 enfants et je suis à la tête d'un foyer depuis 50 ans. Je sais préparer du café, porter des assiettes et je ne me fais jamais porter malade. Elle me fixa un instant, puis haussa les épaules. Service d'essai demain, de 18h à 23h. Si tu réussis, on en reparle. Ce soir-là, j'ai repassé le seul chemisier qui me restait encore froissé. Je me suis couché tôt et j'ai longuement contemplé le plafond. Moins d'une semaine s'était écoulée depuis l'aéroport, moins d'une semaine depuis que j'avais été abandonné comme un bagage oublié. Mais quelque chose avait changé. Je n'attendais plus. Maintenant, je marchais, je travaillais, je commençais. Personne n'avait besoin de le savoir. Pas encore. Cette vie tranquille, nouvelle, inattendue, était la mienne. Le café sentait le pain grillé et le vieil espoir.
Je suis arrivé à 5h45, 15 minutes en avance. La porte d'entrée était toujours verrouillée. Un homme aux lunettes épaisses et au tablier taché de farine m'ouvrit sans un mot. Il grommela quelque chose qui aurait pu être un « bonjour » et retourna à la cuisine. Heather arriva 10 minutes plus tard, tenant une tasse de voyage et un trousseau de clés attaché à un cordon arc-en-ciel. Elle ouvrit la caisse et me tendit un tablier sans cérémonie. « Garde tes cheveux attachés. Pas de parfum. Remplis tes tasses sans attendre qu'on te le demande. Et si quelqu'un laisse moins d'$1 de pourboire, c'est ta faute, pas la sienne. » J'ai hoché la tête. Elle m'a regardé un instant, puis s'est adoucie un peu. « Tu es nerveux. »« Non, » ai-je répondu. « J'ai 77 ans. J'ai enterré un mari, élevé un fils qui a oublié mon anniversaire 3 années de suite et survécu à 5 coloscopies. Ce n'est que du café. » Heather renifla. « C'est juste. » À cette heure, la première vague de clients réguliers est arrivée. Des contractuels, des lève-tôt, des infirmières fraîchement sorties du service de nuit. J'avançais lentement mais sûrement. Je me souvenais des commandes, je servais le café d'une main sûre, je souriais sans exagérer. À 9h, j'ai trouvé mon rythme. « Où t'ont-ils déterré ?» a demandé l'un des hommes avec un sourire bienveillant. « Au même endroit où ils trouvent tout ce qui vaut la peine d'être conservé, » ai-je dit. L'étagère du fond, sous une couverture. Il a ri et a laissé un pourboire de $5. Heather observa. Elle ne dit pas grand-chose, se contentant d'un hochement de tête une fois le petit déjeuner passé et me tendit une serviette propre pour essuyer les comptoirs. Nous terminâmes à 11h. Elle se versa une autre tasse de café, puis désigna le tabouret à côté d'elle, au comptoir. « Assieds-toi, dit-elle. »« Je l'ai fait. »« Tu as bien fait. »« Très bien. »« Tu vas guérir, dit-elle en sirotant un verre. »« Tu es embauché. C'est le salaire minimum plus les pourboires, pas d'assurance maladie, mais tu travailles régulièrement. Je te donne tous les matins de la semaine. Ça te suffit ? C'est plus que suffisant. Nous sommes restés assis en silence un moment. Tu as des enfants ? Je les fais, dit-elle en me jetant un regard de côté, attendant. Ils voyagent, dis-je simplement. Elle hocha la tête. Ils le sont toujours. Je suis retourné chez Joyce, les pieds endoloris et avec une étrange sensation de légèreté. Elle était dans le jardin, en train d'arracher les mauvaises herbes, vêtue d'une chemise délavée sur laquelle était écrit « Ne me parle pas avant le café ». « Tu as eu le poste » cria-t-elle sans lever les yeux. Je l'ai fait. Je t'avais dit qu'ils avaient besoin de gens qui se présentent. Ce soir-là, nous avons mangé des tourtes surgelées et regardé les informations sans le son. Le chat, dont j'avais appris qu'il s'appelait Franklin, s'est blotti entre nous. Tu restes longtemps, demanda Joyce pendant une publicité. Je ne sais pas. Tu peux, à condition de payer un loyer et de ne pas monopoliser la télécommande. Je n'aime même pas la télécommande, dis-je. Elle a souri et m'a passé le dernier biscuit. Plus tard, je me suis assise au bord de mon lit, mon téléphone à la main. Je ne l'avais pas allumé depuis des jours. J'ai pensé à vérifier mes messages, pour voir si Adam l'avait remarqué. Mais non. Au lieu de cela, j'ai sorti le vieux livre de poche que j'avais apporté et j'ai commencé à la première page. La lumière de la lampe de bureau était douce et chaude contre les murs. Dehors, la pluie frappait doucement les vitres. À l'intérieur, je n'étais pas le rebut de quelqu'un. Je n'étais ni un fardeau, ni une faveur, ni une arrière-pensée. J'étais une femme avec une chambre, un travail, une assiette et un fauteuil tranquille. C'était suffisant. Le premier chèque était modeste, $74.26 après impôt. Heather me l'a remis dans une fine enveloppe à la fin de mon service du vendredi. Encaissez-le ou encadrez-le, m'a-t-elle dit. J'ai souri et l'ai glissé dans la poche de mon manteau. Je n'avais pas l'habitude de transporter de l'argent qui m'appartenait exclusivement. Pendant des années, tout ce que je possédais allait à quelqu'un d'autre. Les courses pour la famille d'Adam, les cadeaux d'anniversaire qui n'ont jamais été remerciés, les copaiements pour des rendez-vous auxquels personne ne prenait la peine de me conduire. Mais là, c'était différent. J'avais gagné ce privilège en me tenant debout, tablier serré, main ferme. Je suis allé à la banque sur la 3e et j'ai encaissé le chèque. La jeune caissière m'a regardé comme si elle n'était pas sûre que je comprenne ce que je faisais. Je voudrais des billets de 10 et de 5, s'il vous plaît, dis-je. Des billets de 1 pour les autres.
Quand elle m'a tendu les billets, je les ai pliés soigneusement et glissés dans mon portefeuille. Je suis sorti de la banque, le menton légèrement relevé. De l'autre côté de la rue se trouvait une friperie. Rien d'extraordinaire, juste une étroite devanture avec un étalage encombré et une petite pancarte manuscrite. Offre spéciale d'automne, 20% de réduction sur les manteaux. Je suis entré. La sonnette de la porte a tinté doucement. Une jeune fille à peine sortie du lycée a levé les yeux de derrière le comptoir et m'a adressé un sourire sincère. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» demanda-t-elle. « Oui » ai-je répondu. « Quelque chose qui me permette de me sentir à nouveau moi-même. » Elle n'a pas ri, a simplement hoché la tête et a commencé à me montrer les vêtements. J'ai choisi un manteau en laine bleu marine avec un subtil motif à chevrons et des poches profondes. Il n'était pas neuf, mais il était chaud, solide et bien coupé. Je l'ai essayé. Il m'allait comme s'il m'attendait. Quand j'ai payé en espèces, la fille l'a emballé dans du papier de soie comme si c'était un cadeau. « Tu as l'air vif » dit-elle. « Merci » répondis-je. Je me sens en pleine forme. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec ce manteau. Il faisait juste assez froid pour le justifier. Joyce était sur le porche avec Franklin, sirotant du vin dans une tasse à café. « Où étais-tu » demanda-t-elle. « J'ai acheté un manteau » dis-je. Elle siffla. « Regardez-vous, élégante dame. Seulement le vendredi. » Nous sommes entrés et avons partagé une boîte de chili. Le chauffage bourdonnait comme s'il s'éclaircissait la gorge. Le plancher craquait sous les lourdes pantoufles de Joyce. C'était un bruit, comme dans les vieilles maisons, un bruit réconfortant, comme celui d'un corps dans lequel on a vécu assez longtemps pour le reconnaître au son. Plus tard, je me suis retrouvé devant le miroir de ma petite chambre. J'ai tourné à gauche, puis à droite. J'ai caressé le tissu du manteau. Ce n'était pas seulement un vêtement. C'était une preuve. J'étais toujours là, toujours debout, toujours capable de choisir quelque chose pour moi-même. Pour une fois, personne d'autre n'avait son mot à dire. Le téléphone était toujours éteint. Je ne l'avais pas allumé depuis l'atterrissage. Il ne me manquait pas. Les gens me manquaient parfois, mais pas ceux qui vous abandonnent devant un faux ficus à l'aéroport et ne se retournent jamais. Le matin, je travaillais. À midi, je marchais. Le soir, je lisais ou écoutais les diatribes de Joyce sur la politique de la ville. Tous les 2 ou 3 jours, je m'achetais un petit quelque chose, une paire de chaussettes en laine, un livre de mots croisés, du vrai thé au lieu du sachet poussiéreux qu'elle gardait dans une boîte au-dessus du réfrigérateur. Je commençais à comprendre qu'il y avait une vie ici. Pas une vie grandiose, mais une vie agréable, et elle m'appartenait. Dès la 2e semaine, la douleur dans mes pieds a commencé à s'estomper. Mes mains se sont souvenues comment transporter des assiettes sans en renverser. Je pouvais vider un four top en moins de 2 minutes. Heather ne parlait toujours pas beaucoup, mais un matin, elle m'a apporté un rouleau à la cannelle enveloppé dans du papier aluminium. « Trop » murmura-t-elle en le faisant glisser sur le comptoir. « Prends un. » C'était sa façon de dire que j'étais à ma place. J'ai trouvé un rythme. Du lundi au vendredi, je travaillais le matin. Le samedi, je faisais de longues promenades dans des quartiers inconnus. Le dimanche, je me reposais. Joyce ne m'a pas hanté. Elle ne m'a pas demandé où j'allais ni pourquoi j'étais en retard. Elle a juste grogné quand je suis entré et m'a servi un verre d'un truc sorti d'une boîte. Un soir, elle est rentrée à la maison avec une pile de courrier. « Quelque chose pour toi » dit-elle en jetant une enveloppe sur la table. Il n'y avait pas d'adresse de retour. Juste mon nom écrit en boucle, comme d'habitude. Je l'ai regardé un instant avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier ligné. « Grand-mère » disait-on. « Où es-tu » Je n'avais pas besoin de voir le nom. Je connaissais l'écriture. Kiran, mon petit-fils aîné, le seul qui venait me rendre visite sans qu'on le lui demande. Le seul qui, un jour, avait passé un après-midi à construire un nichoir avec moi, l'avait peint en rouge vif et avait dit « Ce sera l'endroit le plus cool du jardin ». La lettre était courte, juste quelques lignes. Papa et Lisa paniquent. Ils ont dit que tu avais disparu. Personne n'a eu de tes nouvelles. Je vérifie tous les jours. Tu me manques. S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien. Il y avait un numéro de téléphone griffonné en bas. Le sien. Un nouveau. Je restais assise, la lettre sur mes genoux,
à la lire 2 fois. Puis je la pliai soigneusement et la rangeai dans le tiroir de ma table de nuit. Je n'appelais pas. Pas encore. Mais quelque chose en moi s'adoucit. Le lendemain, j'étais à la caisse du café en train de compter la monnaie quand Heather m'a dit « Vous avez un visiteur ». Je me suis retourné. Un homme en coupe-vent gris se tenait juste derrière la porte, scrutant le menu comme s'il était écrit dans une autre langue. Il semblait avoir une petite octogénaire, bien habillé, rasé de près, un peu chancelant. Quand il m'a aperçu, il a souri. « C'est toi qui sais faire du vrai café ?» demanda-t-il. Je lui ai versé une tasse et je l'ai posée. « De la crème et du sucre ?» ai-je demandé. « Juste de la crème, 2 touches. » Au début, nous n'avons pas beaucoup parlé. Il a bu lentement, plié le journal que quelqu'un avait oublié et laissé un pourboire plus généreux que nécessaire. Il est revenu le lendemain et le surlendemain. Jeudi, j'ai appris qu'il s'appelait Arthur, veuf, avec 2 fils, l'un à Boston, l'autre en Arizona. Nous n'avons pas beaucoup parlé d'eux. Nous avons surtout parlé d'oiseaux. Il aimait les cardinaux. J'aimais les pinsons. Nous étions tous deux d'accord pour dire que les corbeaux étaient plus intelligents qu'on ne le pensait. Vendredi, il a apporté une photo de sa femme. Mariée depuis 46 ans, dit-il. Elle faisait un meilleur café que celui-ci, mais vous n'en êtes pas loin. J'ai souri et j'ai rempli sa tasse. Plus tard dans la soirée, debout près de la fenêtre de ma chambre, je regardais le vent agiter les feuilles dehors. Je pensais aux mains d'Arthur autour de la tasse, à la lettre de Kiran, au manteau bleu marine accroché au dos de ma porte. Il y avait encore des trous dans cette nouvelle vie, encore des douleurs silencieuses au milieu de la nuit. Mais quelque chose prenait forme. Non pas un retour à ce que j'avais perdu, mais un tournant vers quelque chose que j'ignorais pouvoir retrouver. Ce n'était pas du pardon, c'était de la liberté. Le téléphone est resté éteint. Je le gardais dans le tiroir du bas de ma table de nuit, enveloppé dans un mouchoir propre, comme quelque chose de sacré ou de dangereux. Et je ne savais pas encore lequel. Joyce n'a pas posé de questions. Elle n'était pas du genre à le faire. Mais un soir, alors que nous écossions des petits pois dans la cuisine, elle a demandé « Tu te caches ou tu guéris ?» J'ai levé les yeux de la passoire. « Les deux » dis-je. Elle hocha la tête une fois et retourna aux petits pois. Cela faisait 3 semaines. 3 semaines depuis l'aéroport, depuis le fauteuil à la coudoir cassé, depuis la bouteille d'eau en plastique bon marché qu'Adam m'avait fourré dans la main avant de disparaître. Aucun appel n'avait abouti. Aucune tentative de ma part, sauf celle de Kiran. De temps en temps, j'ouvrais sa lettre. Les plis s'adoucissaient à force d'être utilisés. Son écriture me rappelait celle de sa mère. Les mêmes longues boucles sur les « i ». La même inclinaison nerveuse vers la droite. Mais je n'ai toujours pas appelé. Ce n'était pas une punition. Je n'étais pas cruel. Je n'étais simplement pas prête à ouvrir la porte qu'ils avaient fermée sans cligner des yeux. Il faut plus de temps pour sortir du silence que pour y tomber. Au café, Heather n'a pas dit grand-chose, mais elle a commencé à me garder la page de mots croisés du journal du matin. « Tu as l'air d'être le genre de personne qui finit ce qu'elle commence », a-t-elle déclaré. Arthur venait tous les jours maintenant, toujours à 9h10, toujours avec cette même veste grise. Il ne flirtait pas. Pas vraiment. Mais il s'attardait un peu plus à chaque visite, racontait de nouvelles anecdotes, posait de nouvelles questions. Le genre de questions qui ne sont pas indiscrètes, juste curieuses. Un matin, il m'a demandé « Comment se fait-il qu'une femme comme vous travaille au petit déjeuner dans un endroit comme celui-ci » Je l'ai regardé par-dessus le bord de la cafetière. Parce que quelqu'un m'a laissé dans un salon d'aéroport comme un sac qu'il ne voulait plus porter. Il cligna des yeux. Je suis désolé, dit-il, sincèrement. Ne le sois pas. J'ai pris un meilleur vol. Cela lui valut un léger rire. Il prit sa tasse, puis marqua une pause. Tu as déjà pensé à les appeler? Tous les jours, ai-je dit. Et tous les jours, je ne le fais pas. Il n'a pas insisté, il a juste hoché la tête et bu son café. Quand je suis rentré à la maison cet après-midi-là, Joyce était dans le jardin en train d'épandre du paillis. Des nouvelles, demanda-t-elle sans lever les yeux. Non, ai-je dit. Puis, peut-être parce que j'avais besoin de l'entendre à voix haute, j'ai ajouté, mais je crois qu'ils savent que je suis parti maintenant. Ce soir-là, j'ai allumé le téléphone. Il bourdonnait comme un insecte mourant. 32 appels manqués, 18 messages.
Le plus vieux était celui de Lisa, un message vocal frénétique du jour de leur fuite. Martha, on pensait que tu étais aux toilettes. Appelle-nous, s'il te plaît. On embarque. Un mensonge. Le reste était du même acabit. La voix d'Adam était sèche et tendue. Où es-tu, maman? Un autre, ce n'est pas drôle. Puis finalement, très bien, fais ce que tu veux. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prêt. Mais j'ai enregistré le numéro de Kieran. C'est tout ce que je pouvais faire. Le lendemain, il m'a appelé. J'ai regardé l'écran, son nom a clignoté et, pour la première fois, j'ai répondu. Grand-mère. Sa voix se brisa, comme s'il n'était pas sûr que je parlerais. Je suis là, chérie. Un long silence. Puis, tout va bien. Je vais mieux que bien. Où es-tu? Un endroit calme. Un endroit que j'ai choisi. Il ne m'a pas supplié. Il ne m'a pas culpabilisé. Il a juste dit, je suis content que tu sois en sécurité. Tu me manques. Tu me manques aussi. C'en était assez pour l'instant. Pas d'explication, pas d'excuses, juste le son de quelqu'un qui me voulait encore dans sa vie. Non pas parce que je faisais des gâteaux d'anniversaire ou que je gardais des enfants le week-end, mais parce que j'étais importante. Et ce son, doux, simple, sincère, signifiait plus que n'importe quel siège dans un avion. À la 4e semaine, j'avais mémorisé le trajet du café à la pharmacie du coin, l'odeur du lilas devant le jardin du voisin de Joyce, et le bruit des coups frappés par Arthur à la fenêtre du café quand j'oubliais sa crème. La vie n'était pas passionnante, mais elle était entière. Elle avait une forme. Elle était paisible. Et puis, un mardi après-midi pluvieux, une lettre arriva. Joyce la glissa sur la table de la cuisine sans un mot. L'adresse de retour était Wilmington. Mon ancienne maison. L'écriture était familière, comme un bleu. On la reconnaît à la douleur qu'elle laisse derrière elle. Adam. L'enveloppe était épaisse. À l'intérieur, 6 pages d'un texte net et grinçant. Pas de salutation. Juste, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Il m'accusait de disparaître, de faire une scène par mon absence, de stresser la famille pendant les vacances. Lisa pleurait toutes les nuits, a-t-il écrit. Les enfants étaient désemparés. Pensez-vous que c'était juste envers eux? Pas un mot sur le salon d'attente de l'aéroport. Pas un mot sur le fait de me demander d'attendre. Aucune mention des 8 heures, juste la simulation de la douleur, la réécriture des faits. Il concluait la lettre par « Nous sommes prêts à discuter, mais seulement si vous êtes prêts à être raisonnable. » Raisonnable. Comme si des décennies de babysitting, de cuisine, de paiement de factures, à se faire dire où s'asseoir et quand se taire avait été déraisonnable, comme si disparaître était une colère, pas un choix. J'ai plié la lettre et l'ai remise dans l'enveloppe. Joyce ne m'a pas demandé ce qu'il disait. Elle m'a simplement passé une assiette de pain grillé et m'a fait un signe de tête vers la fenêtre. La tempête arrive, dit-elle. C'était. Le lendemain matin, Kieran a rappelé. J'ai entendu dire que papa t'avait écrit. Il l'a fait. Tu vas répondre? Je suis resté silencieux un moment, puis, non, pas encore. Peut-être pas du tout. Kieran n'a pas protesté. Je comprends. Il m'a dit qu'il avait commencé à travailler dans une librairie. À temps partiel, avec un salaire bas. Mais j'aime ça, dit-il. Les livres ne crient pas après. Nous avons ri, facilement et chaleureusement. Tu as une voix différente, a-t-il dit à la fin de l'appel. Différent en quoi? Plus léger. Cette nuit-là, j'ai pris la lettre d'Adam, j'ai allumé une allumette et je l'ai jetée dans l'évier de la cuisine, flamme par flamme. Joyce ne broncha pas, j'aurais utilisé le foyer, dit-elle. C'était plus satisfaisant. Au café le lendemain matin, Heather m'a pris à part. Tu veux faire un quart de travail supplémentaire ce week-end? Le brunch du samedi, c'est l'enfer. J'ai dit oui sans réfléchir. Non pas parce que j'avais besoin d'argent, même si ça m'aidait, mais parce que j'aimais la sensation d'une journée bien remplie. La douleur dans mes pieds était bien réelle. Arthur est arrivé en retard. Il avait commencé à utiliser une canne. Rien de dramatique, juste l'âge qui se manifestait là où il le fait toujours. Les genoux, le bas du dos, la fierté. Tu as déjà brûlé l'endroit, demanda-t-il en s'installant sur son tabouret habituel. Pas aujourd'hui,
dis-je en lui versant sa tasse. Il but une gorgée, puis marqua une pause. Tu as déjà pensé à retourner à Wilmington? À n'importe laquelle de ces villes? J'ai essuyé le comptoir. Non, pas une seule fois. Il hocha lentement la tête. Alors peut-être que tu es enfin arrivé. Ce soir-là, Joyce m'a surpris. Elle a frappé à ma porte avec un prospectus. Le centre communautaire organise un repas partage la semaine prochaine. On devrait y aller, toi et moi. J'ai haussé un sourcil. Tu vas au repas partagé? Je suis attiré par la nourriture gratuite et les ragots des autres, a-t-elle dit. N'y voyez pas d'inconvénient. J'ai souri. Je ferai mes carrés au citron. Bien. Je vais mentir et dire que c'est moi qui les ai faits. Les jours raccourcissaient. Le crépuscule s'installait plus tôt, enveloppant la maison comme une vieille courte pointe. Je préparais du thé et m'assis près de la fenêtre avec mon cahier de mots croisés. Franklin ronronnait à mes pieds. Mon manteau était accroché à la porte, chaud et prêt. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus l'impression d'attendre que la vie reprenne. Elle avait déjà commencé, discrètement, sans autorisation. Et elle était mienne. Le brunch du samedi au café était un véritable chaos. À 8 heures, la file d'attente était déjà longue. La cafetière grinçait. Et la crêpière sifflait comme si elle avait quelque chose à prouver. Heather se déplaçait comme une femme dans une zone de guerre, passant des commandes, retournant des tickets et enfonçant des cuillères dans des contenants de sirop avec une violence pratiquée. Trop dur. Stand 3, aboya TL. Je n'ai pas bronché. Rechargé à 6. Déjà fait. À 10 heures, j'avais les pieds lourds, mais j'avais les idées claires. Servir procure un étrange réconfort. On cesse de penser à soi parce qu'on pense aux autres. Et là, on trouve parfois une forme de paix. Arthur n'est pas venu. Le samedi n'était pas son jour. Mais en nettoyant le box du coin, j'ai aperçu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Un visage à la fenêtre, plus jeune qu'Arthur, la mâchoire plus fine. Mais ses yeux, je les connaissais. Lisa. Elle resta dehors une seconde. Son manteau était trop beau pour la bruine, son expression indéchiffrable. Elle n'entra pas, se retourna et s'éloigna. Je n'ai rien dit à Heather. J'ai terminé mon service, compté mes pourboires et suis rentré lentement chez moi dans l'après-midi déclinant. Les trottoirs miroitaient sous les derniers restes de pluie. Mon manteau conservait la chaleur du mouvement. Mes mains ne tremblaient pas. À la maison, Joyce était sortie. Un mot sur le frigo disait « Conférence à la bibliothèque sur les abeilles ». Retour à 19 heures. N'attendez pas le dîner si vous ne cuisinez pas, j'ai quand même fait de la soupe. Ce soir-là, j'ai rallumé le téléphone. 3 nouveaux messages vocaux. Le premier message de Lisa, on a vu quelqu'un qui vous ressemble. Appelez-nous, s'il vous plaît. Adam est inquiet. Le deuxième, Adam. Tur. Si c'est pour nous punir, c'est aller trop loin. Trop, c'est trop. Le troisième, Kiran. Salut, grand-mère. Je crois que maman est en ville. Elle a été bizarre toute la journée. S'il arrive quelque chose, sois prudente. Je fixais l'écran. Le passé avait le don de vous repérer juste quand vous aviez le dos tourné. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil léger. Chaque craquement du plancher, chaque grincement des vieux tuyaux me semblait plus fort que d'habitude, mais rien ne se produisait. Le dimanche s'est passé tranquillement. Lundi, Arthur revint. Il s'installa sur son tabouret, sa canne accrochée au dossier. Week-end chargé, a-t-il demandé. Mouvementé, dis-je. Il remua son café. Quelque chose te tracasse. Oui, mais pas assez pour gâcher ce moment. Il a souri et nous sommes restés assis en silence pendant un moment, comme seules 2 personnes qui en ont assez vu peuvent le faire. Après le travail, je me suis assis avec Joyce sur le porche, tous deux enveloppés dans de vieux pulls, regardant les nuages rouler. Je pense qu'il me cherche, dis-je. J'ai pensé. Elle ne m'a pas demandé ce que j'allais faire. Elle ne m'a pas donné de conseils. Elle m'a juste passé la chope de vin. Tu te caches toujours ou tu guéris. La guérison, dis-je. Mais se cacher était agréable tant que ça a duré. Elle leva sa tasse. À ceux qui arrêtent de demander la permission. Je l'ai fait teinter doucement.
Plus tard dans la soirée, j'ai écrit une lettre. Ni à Adam, ni à Lisa, mais à Kieran. Une vraie lettre, écrite à la main, sur du papier épais. Je lui ai dit que j'étais en sécurité, que j'avais refait ma vie, que je n'étais pas en colère, que j'en avais juste assez d'attendre. Je lui ai dit qu'il était le seul à ne jamais me faire sentir comme une obligation. Je lui ai dit qu'il pourrait venir me voir un jour s'il venait seul. Elle est arrivée un jeudi, l'enveloppe de Wilmington. Mais cette fois, ce n'était pas une lettre d'Adam ou de Lisa. C'était une chemise en papier craft, volumineuse, rigide, avec l'adresse de retour d'un média régional que je connaissais de mon ancien quartier. Joyce me l'a tendue en haussant les sourcils. « Tu as des fans maintenant ?» Je n'ai pas répondu. Je l'ai ouvert lentement, debout au comptoir de la cuisine. À l'intérieur, un article de journal plié en 3, une de la rubrique communauté. Le titre disait « Matriarche disparu, la famille témoigne sur la disparition de la grand-mère ». Il y a quelques années, il y avait une photo de moi prise lors d'une réunion de famille, tenant un plat à tarte, souriant sans montrer les dents. L'article citait Adam. « Nous sommes profondément inquiets », a-t-il déclaré. Elle a disparu sans un mot. Nous voulons juste qu'elle soit en sécurité. Si quelqu'un la voit, merci de nous le faire savoir. Lisa avait aussi une phrase, elle est vulnérable. Nous craignons qu'il se soit passé quelque chose. Elle n'est pas du genre à faire une chose pareille. J'ai éclaté de rire. Un rire sec et surprenant qui m'a même surpris. Pas vraiment ce genre de rire. Joyce s'est penchée sur mon épaule et a lu quelques lignes. Ils ont vraiment dit, vulnérable. J'ai hoché la tête. Tu devrais les poursuivre en justice pour t'avoir sous-estimé. Ils devront faire la queue. Il y avait quelque chose d'obscène là-dedans. Cette démonstration d'inquiétude, d'innocence, comme si je m'étais égaré dans la circulation, comme si je n'avais pas été garé comme une valise et abandonné avant l'embarquement. Heather a aussi vu l'article. Quelqu'un au café l'a laissé sur le comptoir par accident. Elle me l'a apporté pendant l'heure de pointe du matin. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. « Jamais mieux. » J'ai gardé cette coupure, non par sentiment, mais parce que c'était une preuve. La preuve que les gens ne commencent à s'inquiéter que lorsqu'ils ne peuvent plus vous utiliser. Ce soir-là, je me suis assis avec Arthur dans la cabine près de la fenêtre. Il ne m'a pas posé de questions sur l'article. Il m'a juste tendu un petit sac en papier craft. « J'ai vu ça et j'ai pensé à toi », dit-il. À l'intérieur, un petit aimant peint à la main en forme de nichoir. « C'est idiot », ajouta-t-il rapidement. « Je viens de me souvenir de quelque chose que tu as dit. » J'ai souri. « Ce n'est pas ridicule. C'est parfait. » De retour à la maison, je l'ai collé au réfrigérateur avec la même main qui avait porté le déjeuner d'Adam à l'école des centaines de fois. La même main qui avait payé son loyer plus d'une fois. La même main qui ne se laisserait plus jamais abuser. Je n'ai pas parlé à Joyce de l'aimant. Il y a des choses qu'on garde pour soi. Au lieu de ça, je lui ai dit que j'aimerais bien préparer quelque chose pour le repas. « Des carrés au citron ?» demanda-t-elle. « Non, dis-je, quelque chose de mieux. » Le lendemain, j'ai ressorti ma vieille boîte de recettes, celle que j'avais conservée même après avoir vendu presque tout le reste. J'ai retrouvé la carte écrite de la main de Derek, datant de notre premier Thanksgiving ensemble. Le gâteau aux patates douces de Martha, assez bon pour faire réagir les gens. J'ai aussi fait des gâteaux. La maison s'est remplie de cannelle et de souvenirs. Joyce dansait dans la cuisine en chaussettes épaisses. Franklin miaulait comme si on lui avait promis une part. Lorsque nous avons apporté les gâteaux au centre communautaire, une femme à la porte a dit « Quelle est cette odeur ?»« C'est divin. » « Une nouvelle vie, dit Joyce avant que je puisse répondre. Nous avons ri tous les deux, et je ne me suis pas sentie petite. Je me sentais réelle, enracinée, prête. Et quelque part, Adam et Lisa se demandaient probablement comment ils avaient pu perdre le contrôle de la femme qu'ils n'avaient jamais vraiment vue. Laissez-les s'interroger. Le repas communautaire se tenait au sous-sol d'une église qui sentait vaguement les vieux recueils de cantiques et les pins. Des tables pliantes bordaient les murs, recouvertes de nappes en plastique et de vaisselle dépareillée. Une femme avec une tresse grise et un presse-papier dirigeait la circulation tel un général en tablier. Joyce et moi sommes arrivés 10 minutes en avance, les gâteaux soigneusement balancés dans ses bras. Je portais les couverts et les serviettes. Cela faisait des années que je n'étais pas entré dans une pièce où je ne connaissais personne et où je m'en fichais. « Va chercher une table »
dit Joyce. Je m'occupe des présentations. Je me tenais près du comptoir à café, me réchauffant les mains autour d'un gobelet en carton. Les gens entraient petit à petit, principalement des femmes en gros pull et chaussures confortables, quelques hommes qui rôdaient près de la nourriture comme si elle allait disparaître d'un simple clignement des yeux. Quelqu'un m'a tapoté l'épaule. « As-tu apporté le gâteau à la patate douce ?» Je me suis retourné. Une femme aux yeux doux et à la silhouette robuste m'a souri. « Oui. »« Que Dieu vous bénisse, » dit-elle. Je croyais que Clara Porter apportait encore son gâteau. Le tien sent comme si quelqu'un savait encore quel goût on les fête. J'ai ri. Je suis connu pour cuisiner sous pression. La soirée fut calme et bruyante, comme toujours dans les petits rassemblements. Les gens discutaient autour de chaises pliantes, se passaient les plats de long en large, les rires éclataient comme des pétards. Mon gâteau a disparu avant la fin de la prière. Quelqu'un m'a demandé la recette. J'ai dit qu'elle était confidentielle. Vers la moitié du parcours, Joyce m'a présenté à Marsha, une bibliothécaire scolaire à la retraite, et à Terry, un ancien chauffeur de bus. Ils nous ont invités à participer à leur soirée quiz mensuelle. Je leur ai dit que je n'y participerais que si les questions dataient d'avant 1990. Plus tard, pendant le dessert, Joyce s'est penchée et a murmuré « Tu as l'air suffisant ». Je me sens satisfait, dis-je. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas participé à quelque chose qui ne me demandait pas de prouver ma valeur. De retour à la maison, nous avons enlevé nos chaussures et nous sommes affalés sur le canapé. Franklin s'est installé sur mes genoux, lourd et chaud. Joyce s'est tournée vers moi. « Tu sais qu'ils vont arriver, non ?» Je n'ai pas répondu. Elle le répéta, plus doucement. « Tôt ou tard. » Je sais. Et je le savais. La lettre, l'article, le visage de Lisa devant le café. C'étaient des coups de semonce, et j'en avais assez d'être en alerte. Le lendemain matin, un homme en costume se tenait devant le café. Il a attendu la fin de mon service, puis est entré, a retiré ses lunettes de soleil et m'a demandé « Êtes-vous Madame Martha Harlow ?» Je n'ai pas aimé le ton. Trop formel, trop prudent. Je suis. Je m'appelle Derek Sorenson. Je représente Adam et Lisa Harlow. Ils m'ont demandé de vous parler de votre bien-être et de vos biens. J'ai cligné des yeux. Je me porte très bien, ai-je dit. Et mes biens ne te regardent pas. Il s'agita, mal à l'aise. Ils sont très inquiets, Madame Harlow. Ils aimeraient s'assurer que vous êtes dans un environnement sûr. Ils pourraient peut-être discuter des prochaines étapes. J'ai plié mon tablier et je l'ai posé sur le comptoir. Dis à Adam et Lisa que je ne suis pas un animal. Ils ont oublié de venir chercher et il n'y a pas d'autre solution si je ne les emmène pas. Il s'éclaircit la gorge. Si vous pouviez juste considérer. J'ai suffisamment réfléchi. Je suis passé devant lui et je suis sorti par la porte, le laissant cligner des yeux dans la lumière. Arthur attendait dehors. Il n'avait pas l'air d'être venu pour un café. Il a dit que non. Ça va ? Oui, j'ai dit, parce que je ne laisserai personne me convaincre que je ne le suis pas. Ce soir-là, j'ai écrit une dernière lettre. Pas à Kiran cette fois, mais à Lisa. 3 lignes. Je sais ce que tu as fait. Je sais ce que tu n'as pas dit. Je ne suis pas en colère. Je ne reviendrai pas, occupe-toi de ta vie maintenant. J'ai enfin commencé la mienne. Je l'ai postée le lendemain matin avec un timbre représentant un oiseau. Un pinson, celui qui chante même dans le froid. Je m'attendais au silence, ou peut-être à une autre lettre d'Adam, pleine d'exigences voilées, déguisée en inquiétude. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à Lisa en personne. Elle arriva un jeudi après-midi gris. Heather la remarqua en premier, une femme en manteau sur mesure, debout, raide, près du présentoir à pâtisserie, faisant semblant de lire le menu à l'ardoise. Elle semblait déplacée, polie, attendant. Je ne suis pas allé la voir. J'ai fini de remplir les pots de sucre, j'ai essuyé le comptoir et je l'ai laissé transpirer. Quand elle s'est finalement avancée, sa voix était basse. Marthe. Je me suis retourné lentement. Lisa. Le café était presque vide. Juste Arthur dans le box du coin et un jeune couple chuchotant autour de muffins. Pouvons-nous parler ? Demanda-t-elle. Tu parles maintenant, grimaça-t-elle. En privé. J'ai fait un signe de tête vers le fond. Bousse est libre.
Elle s'est glissée sur le siège en face de moi comme une femme se préparant au mauvais temps. Je ne savais pas qu'Adam envoyait quelqu'un, dit-elle. L'avocat. Ce n'était pas mon idée. Non, ai-je dit. Mais me laisser dans un salon d'aéroport, c'était. Ses yeux s'emplirent de sincérité. Peut-être pour le spectacle. Je ne pouvais plus le dire. On a paniqué, dit-elle. L'embarquement était imminent. Les enfants étaient grincheux. On pensait que tu étais derrière nous. Et puis. J'ai haussé un sourcil. 8 heures, Lisa. 8 heures. Tu n'as pas appelé, tu n'as pas pris de nouvelles, tu n'as même pas demandé à quelqu'un à l'entrée. Elle baissa les yeux sur ses mains. Elles étaient parfaitement manucurées. Elles l'avaient toujours été. Je ne pensais pas que tu partirais. Je ne l'ai pas fait. C'est toi qui l'as fait. Le silence s'étendit entre nous comme un fil tendu. Puis elle fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. Je ne veux rien de toi, dit-elle. Mais Kiran, il a du mal. Tu lui manques. Adam est furieux. Mais Kiran, il est différent. J'ai pris l'enveloppe, non pas parce que je voulais ce qu'il y avait à l'intérieur, mais parce que je ne voulais pas lui donner la satisfaction de la refuser catégoriquement. Il n'a pas besoin d'intermédiaire, dis-je. Il sait comment appeler. Lisa hocha la tête. Il le pourrait. Elle leva alors les yeux. Ce n'était pas la femme qui s'occupait des dîners et souriait en serrant les dents. Juste fatiguée, petite. Je ne cherchais pas à te remplacer, dit-elle doucement. Je ne voulais juste pas que ton ombre soit omniprésente. C'était la chose la plus proche de l'honnêteté que j'avais jamais entendue de sa part. Je me suis levé. Je ne suis pas ton ombre, Lisa. Je suis une personne à part entière, et je me suis enfin rappelé comment en être une. Elle est partie sans finir son café. Ce soir-là, Joyce et moi étions assis sur le porche, enveloppés dans des couvertures. L'air sentait la pluie et la fumée de bois. Elle a vraiment dit ça, demanda Joyce. J'ai hoché la tête. Et rien. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. J'ai dit le mien. Tu vas les voir? Non. Joyce sirotait son thé. Et le garçon? Kiran? J'ai souri. Il est différent. Je le verrai. Mais à mon rythme. Plus tard, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une photo de Kiran enfant. Moi, le tenant sur ma hanche dans le jardin. Nous rions tous les deux. Derrière, un mot de sa main. Je me souviens. Je me suis toujours souvenu. Seulement 5 mots, mais ils ont suffi à maintenir le reste de la semaine en place. J'ai passé la matinée suivante dans la cuisine à regarder la bouilloire bouillir et à réfléchir aux mots « couper ». Non pas au sens violent du terme, mais à la manière silencieuse et définitive dont on coupe une corde. On libère un lien. J'avais passé une si grande partie de ma vie attachée à des gens qui pensaient que je ne partirais jamais. Mais je l'avais fait, et chaque jour, je ne revenais pas en arrière. Le nœud se desserrait un peu plus. Cet après-midi-là, je suis allé à la banque. La caissière était la même fille qui avait encaissé mon premier chèque. Elle s'appelait Marie. Elle portait du vernis à ongles violets et avait toujours l'air légèrement surprise d'être à l'intérieur. J'aimerais faire un virement, dis-je en faisant glisser ma carte d'identité sur le comptoir. Bien sûr, dit-elle. De quel compte? Je lui ai donné le numéro de la petite carte que j'avais ouverte avec mon ancienne carte, celle que j'utilisais pour faire mes courses quand Derek était vivant, celle dont Adam ignorait l'existence. Et le destinataire? J'ai souri. Kiran Harlow. Je lui ai remis les informations d'itinéraire qu'il avait incluses dans sa note. Ce n'est pas une somme énorme, ai-je dit. Juste un petit quelque chose pour les livres, les courses ou pour s'évader s'il en a besoin. Marie tapait sur son clavier. Tu es la première personne que je vois depuis des mois envoyer de l'argent sans condition. C'est là le problème. C'était agréable. Pas comme une vengeance. Plus intense que ça, comme une conclusion. Je suis sorti de la banque et suis entré dans l'air frais, manteau boutonné, col relevé. Le vent ne mordait pas. Il me frappait comme un rappel. À la maison, Joyce regardait des jeux télévisés. Tu as encore l'air suffisant, dit-elle sans lever les yeux. J'ai pris une décision. Quelqu'un est mort? Pas encore. Elle sourit. Ce soir-là,
j'ai écrit une dernière lettre. Celle-ci n'était pas destinée à la famille. Elle était destinée à l'avocat, Derek Sorenson. J'ai été bref. À qui de droit, je précise qu'il n'y a pas lieu de me contacter à nouveau. Je suis sain d'esprit, je vis dans un environnement sûr et je ne suis pas sous la contrainte. J'ai fait appel à un avocat local. Toute nouvelle tentative de me contacter sous couvert d'inquiétude sera considérée comme du harcèlement. Sincèrement, Martha Harlow. Je l'ai signé d'une main ferme et je l'ai déposé à la poste le lendemain matin. C'était le montage final. Je n'étais plus en colère. J'en avais juste marre. Au café, Heather m'a donné un quart de travail supplémentaire sans demander. Tu es le seul à arriver en avance, dit-elle. Les autres veulent des applaudissements pour leur simple présence. Arthur est arrivé juste avant midi. Il avait l'air fatigué, mais serein. Nous nous sommes assis près de la fenêtre avec du thé plutôt que du café. Tu as l'air plus léger, dit-il. J'ai écrit une lettre, dis-je. La dernière. Il n'a pas demandé ce que ça disait. Il a simplement hoché la tête. Parfois, ce sont les messages non envoyés qui changent tout, a-t-il déclaré. Parfois, ce sont ceux qu'on envoie sans attendre de réponse. En rentrant ce soir-là, je suis resté un moment sur le seuil. La maison sentait l'ail et les feuilles d'assouplissant. Franklin m'a tapoté le tibia et m'a donné un coup de tête. Joyce leva les yeux de la cuisine. J'ai fait des pâtes. J'espère que tu as faim. J'avais faim, j'étais libre, sans peur. Tout ce que je n'avais pas connu depuis des années. Joyce a eu 70 ans un mardi. Elle ne voulait pas faire la fête. Les gens commencent à chanter et je veux courir, dit-elle. Mais j'ai quand même fait un gâteau au chocolat et je l'ai laissé sur la table de la cuisine avec 2 bougies et une carte sur laquelle était écrit « Tu n'es pas vieux. Tu es vintage ». Elle a ri quand elle l'a vu. Je suppose que je peux tolérer le gâteau, dit-elle en le coupant en tranches épaisses. Ce soir-là, nous étions assis sur la véranda, les tranches posées en équilibre sur des assiettes en carton enveloppées dans des couvertures, à regarder la lune se lever. C'était une célébration silencieuse, de celles que je n'avais jamais crues importantes, mais qui comptent. Peut-être plus que les célébrations bruyantes. Vous savez, Joyce a dit, vous êtes ici depuis presque 2 mois. Je sais. Vous prévoyez de rester? J'ai regardé la rue, vide et douce sous les lampadaires. Oui, a-t-elle acquiescé. Bien. Cette maison est bizarre sans personne qui crie sur le chat. Nous avons trinqué avec du thé tiède. Franklin bâilla et se blottit plus fort entre nos pieds. Le lendemain, Heather m'a donné une enveloppe. Qu'est-ce que c'est ça? Votre nom est dessus. Pas d'adresse de retour, mais le cachet de la poste est local. Je l'ai ouvert après mon service, assis sur la marche arrière du café. À l'intérieur se trouvait une lettre. L'écriture était grande, posée. Grand-mère, je viens à Portland. Je veux te voir. Je n'amène personne. Je veux juste discuter. Je loge au Redfern Motel sur Maple, chambre 12. Si tu veux passer, je serai là vendredi et samedi. Sinon, je comprendrai. Akira. Il n'y avait aucune culpabilité. Aucune pression, juste un garçon en nom, un homme maintenant qui tendait des mains silencieuses. Le vendredi matin est arrivé plus vite que prévu. Je me suis habillé avec soin. Pas pour lui. Pour moi. Manteau bleu marine, chemise propre, rouge à lèvres couleur cerise séchée. Je n'ai pas dit à Joyce où j'allais. Elle ne m'a rien demandé. La fougère rouge était modeste, propre, mais fatiguée. J'ai frappé une fois. Il a ouvert la porte comme s'il avait attendu, la main sur la poignée. Il était plus grand que dans mes souvenirs, la barbe rasée, les yeux cernés, mais la même douceur dans son regard. Salut, grand-mère. Salut, chérie. Il ne m'a pas serré dans ses bras tout de suite. Il a reculé et m'a laissé entrer. La chambre sentait la nourriture à emporter et le savon d'hôtel. Le lit était fait, mais le bureau était encombré de livres. Il avait apporté des livres. C'était tout dire. Nous nous sommes assis pas trop près, comme si nous savions que nous avions besoin d'espace avant de nous réchauffer. Je ne savais pas si tu viendrais, dit-il. Je ne le savais pas non plus. Il hocha la tête. J'ai lu ta lettre. Celle que tu n'as pas envoyée. Tu l'as laissée dans le tiroir. Maman l'a trouvée.
Bien sûr qu'elle l'a fait. Je suis content que tu ne l'aies pas envoyé, dit-il. Mais je suis encore plus content que tu l'aies écrit. Nous avons parlé de petites choses, de grandes choses. Comment se déroulait son travail, ce que j'aimais à Portland, le goût de la liberté quand personne ne regardait. Je pense beaucoup à toi, dit-il. Tu es la seule personne qui m'a jamais donné l'impression d'être à ma place, simplement en m'asseyant à mes côtés. Je me suis penché et j'ai pris la sienne. Tu as toujours été suffisant. Tu le es toujours. Nous n'avons pas pleuré, ni l'un ni l'autre, mais nous avons respiré plus profondément. Il ne m'a pas demandé si je revenais. Je ne lui ai pas demandé s'il restait. On savait que ce n'était pas le cas. Avant de partir, il m'a tendu un petit paquet emballé. À l'intérieur se trouvait un recueil de poèmes. J'ai souligné ceux qui m'ont fait penser à toi, dit-il. Ce soir-là, je les ai lus un par un à la lumière d'une lampe, lentement. Une phrase m'est restée en mémoire. Il y a des femmes qui ne s'élèvent pas du feu, mais de l'oubli de celui qui leur a dit qu'elles ne pouvaient pas. Et j'ai dormi avec la fenêtre entr'ouverte, le bruit du vent doux comme une seconde chance. Le lendemain matin, je suis allé au café comme d'habitude. Même manteau, même pas. Mais quelque chose était différent. Pas autour de moi, mais en moi. Kiran était rentré au motel après le petit déjeuner. Son train partait à midi. Nous ne nous sommes pas dit au revoir, nous nous sommes juste longuement enlacés dans le hall pendant que quelqu'un passait l'aspirateur dans la chambre d'à accent grave côté. Il s'accrochait comme le font les garçons quand ils ne sont pas sûrs d'avoir encore le droit de faire quelque chose. Sois bon avec toi-même, murmurai-je. Toi aussi, dit-il. Enfin. Au café, Heather m'a donné un nouveau tablier. J'ai trouvé ça dans un bac de déstockage. J'ai pensé à toi. C'était d'un verre profond avec des lettres cousues, pas la cuisine de votre grand-mère. J'ai ri, fort et à gorge déployée. Arthur a levé les yeux de son box et a levé sa tasse en guise de salut. Après mon service, je suis rentré à pied. Le ciel était couvert, l'air doux. Franklin m'a accueilli à la porte, déjà grincheux. J'étais en retard pour son étirement et son hurlement de 14 heures. Joyce était dans la cuisine avec une casserole de quelque chose de parfumé sur la cuisinière. Tu as encore l'air suffisant, dit-elle. Nouveau tablier. J'approuve. Nous avons mangé dans le calme, comme on le fait quand on a déjà tout dit. Pas besoin de remplir l'espace. Juste la présence, la simplicité. Cette nuit-là, j'étais assis sur le porche avec un stylo et une carte vierge. J'ai écrit, mon Dieu, tu as attendu si longtemps que quelqu'un vienne te sauver. Tu as oublié que tu étais toujours celui qui détenait la clé. Tu ne l'as pas perdu. Il l'a lâché. Et toi, tu as finalement lâché prise. Et regarde la vie qui s'est ouverte. Bravo. Aime-moi. Je l'ai collé à l'intérieur du tiroir de ma commode, derrière les vieilles fiches de recettes, juste au cas où je l'oublierais à nouveau. Voilà donc mon histoire. Je n'ai pas été abandonné. J'ai été libéré. Et je n'ai pas reconstruit ma vie. J'ai construit quelque chose de nouveau. Si cela vous arrive au bon moment, n'attendez pas le signe parfait. Soyez votre propre signe. Votre propre bruit dans le silence. Votre propre pas hors du salon d'aéroport. Et quand tu le feras, reviens me le dire. Je serai là. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la. Laissez un commentaire. Dites à quelqu'un qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir.